C'est parti. Bonsoir, citoyens et citoyennes de Lac-Drolet. Je vous souhaite la bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du mardi 6 avril 2021 et je déclare l'Assemblée ouverte. Je suis Michel Ouellette, maire de la municipalité. Nous sommes en vidéoconférence et elle sera enregistrée. Sont présents avec nous Mme Nathalie Harton, M. Gaétan Gagnon, M. Jimmy Morin. Nous sommes donc 3 conseillers plus le maire. Nous avons donc quorum. Est aussi présent avec nous Mme Joanie Poirier, directrice générale de la municipalité. Un arrêté ministériel nous permet de tenir la séance du conseil à huis clos et par vidéoconférence. Est-ce qu'il y a un conseiller ou une conseillère qui s'oppose à cette situation? Non. Il n'y a pas d'opposition. Donc, nous allons procéder. Au point 1 de l'ordre du jour, l'ouverture est faite. Au point 2, l'arrêté ministériel est fait. Au point 3, vous avez reçu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts à faire à l'ordre du jour? Non. Mme Poirier, Non Mme plus. Joux? Parfait. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Nathalie propose. Gaétan va appuyer. Merci. Adoption des procès-verbaux. Vous avez donc la séance ordinaire du Conseil municipal du 1er mars 2021. Vous en avez reçu copie dans des délais prescrits. Est-ce qu'il y a des questions ou des ajustements du procès-verbal? Non. Non. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer et quelqu'un qui était présent à cette assemblée? Proposé par Gaétan, appuyé par M. Jimmy. Merci. Au point 0402, séance extraordinaire du 15 mars 2021. Vous avez reçu copie du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce qu'on a quelqu'un pour en proposer et appuyer l'adoption? Proposé par M. Jimmy, appuyé par M. Gaétan. Merci. Au point 0501, acceptation des comptes à payer. Vous avez reçu copie des comptes à payer pour le mois. Est-ce qu'il y a des questions concernant la liste? Non. Mme Poirier, est-ce que vous pouvez nous mentionner le montant total là, des comptes à payer pour le mois? Oui. Je vous le dis. 125 703,89. En fait, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Proposé par Mme Harton, secondé par M. Gagnon. Au point 06, période de questions. Mme Poirier, avons-nous des questions de la part de nos citoyens? Oui, on avait une question de Monsieur Richard Grenier. Donc, sa question, c'est qu'il se posait, il se demandait s'il était possible pour la municipalité de mettre du gravier entre le chemin Paré et le chemin Gosselin. C'est à peu près 200 pieds parce qu'il y a plusieurs personnes qui marchent, puis c'est en vase. Donc, considérant que c'est sur un terrain privé... Oh, oui, parce que le terrain appartient, dans le fond, à M. Royer, Raymond Royer. Oui, Ça serait dans le chemin Paré. Ben- Pour aller rejoindre le chemin Gosselin, c'est ça que tu dis? oui. OK. Ouais. C'est juste que ces deux chemins, ben cette portion-là, c'est pas verbalisé en chemin, là. C'est vraiment sur un terrain privé. Ouais, c'est ça. Hein. OK. Ouais, c'est embêtant, là. C'est vraiment privé. Chemin Gosselin, c'est nous qui faisons l'entretien d'été. Oui, et le chemin Paré aussi. Ça me paraît aussi. OK. Le chemin Paré étant celui qui tourne puis qui va aux nouvelles maisons. Oui, là. c'est ça. Mais on fait rien dans l'autre bout du chemin Paré qui va rejoindre Gosselin. Ouais, on fait juste quelque chose dans la première partie parce qu'il y a une virée, mais Ouais. pas dans la deuxième parce qu'il n'y a pas de virée. C'est ça. Oui. OK. Ouais.
Non, moi, je ne commencerais pas ça, là, puis créer des précédents sur des terrains privés. Là. Faudrait que ça aille dans le... Comme on fait un peu pour le chemin Fortin, 2 voyages de gravelle par année, ou je sais pas quoi, là, tu sais. Faudrait que ça aille dans ce genre de... Mais la problématique, Gaétan, c'est que c'est pas un chemin, c'est un terrain. Ouais. C'est ça, là. Ouais, cette section-là, c'est vrai, elle est bizarre, cette section-là. C'est plus particulier, c'est plus privé que... Ouais. Ben, si on avait donné, exemple, au chemin Cosselin, 2 voyages de gravier, puis qu'ils s'organisent pour l'étendre, il aurait pu aller de l'étendre là si ça faisait 2 affaires. Nous autres, on était... Mais nous, poser l'action d'aller installer du gravier sur un terrain qui appartient à un privé, on est en dehors, dans le fond de notre juridiction, là. C'est ça. Non, ça marche pas, là. Okay. Ça serait au propriétaire du terrain, s'il veut faire quelque chose, à l'entretenir, s'il considère que c'est un chemin, là. Ce serait comme à Raymond, vous voyez, supposons s'il y avait un surplus de gravier pour son chemin paré, de lui aller l'étendre là. Oui, mais c'est nous autres qui fait l'entretien du chemin paré, fait que l'entretien d'été, fait que... Je veux dire, il n'y a pas de voyage de gravier discrétionnaire pour lui, non. Comme il y en a pour les autres. Non, OK, c'est bon. Non. OK, ça clôt, là. Puis, si je ne me trompe pas, il est en cause au Lévert, ce terrain-là, fait que c'est même pas le chemin. Là. Ça se peut. Ouais, ça devrait être de l'agriculture. Ça va être entre eux à se faire venir un voyage de gravel, puis le racler, là. Ils peuvent le faire, là. Parfait. Fait que je vais faire la réponse. Moi, ce serait une autre association qui aurait des sous puis qui voudrait, dans le fond, lui payer un voyage de gravier, là, l'association des riverains, je ne sais pas trop qui, là, si c'est un autre organisme de ce côté-là. Ouais. Fait que ça va pour le point 6. Michel, est-ce qu'on nomme la réponse au courriel de Mme Filion de la dernière séance? Oui. On peut faire aussi. Vous avez sur votre plateforme Webex la réponse qui était là? Oui. Fait qu'on se rappelle que qu'on a eu une demande par courriel. Okay? On avait acheminé à tous les conseillers et conseillères une copie de la demande. Et là, on ferait la réponse à Mme Filion. Et je vous proposerais qu'on puisse mettre en annexe les autres membres du comité, de façon à ce que tous les membres puissent avoir accès à cette réponse-là. Okay. Si vous permettez, je vais vous donner les membres du comité et je fournirai à Joanie les adresses courriels en conséquence. On a Mme Marie-Pierre Roy, Martine Robert, Mme Laurie Quirion, Mme Ginette Filion et Mme Chantal Vallerin. Fait qu'on ferait parvenir, fait que tout le monde aura la même information de ce côté-là. Ça va? C'est bon. Est-ce que, Joanie, tu nous fais lecture de la réponse? Sans problème. Je vois que M. Vachon. On a de la visite d'arrivée. Oui. Oui. Ça sera pas long, M. Lachon, 2 minutes, puis on va être à bout. Ah oui, pas de problème. Donc, bonjour, Madame Filion. Pour donner une suite à votre courriel du 1er mars dernier, voici les réponses des membres du conseil municipal. Concernant votre questionnement sur l'existence du comité de développement, il est toujours en opération. Cependant, il est moins actif. Un projet est actuellement en cours à la MRC du Granit afin d'accompagner et orienter les comités d'accueil des municipalités. Plus de détails suivront sous peu. Ensuite, pour répondre à votre interrogation concernant l'aide financière octroyée par le Fonds culturel de la MRC du Granit, nous avons fait des vérifications et la reddition de compte a été déposée et le projet est fermé. Vous trouverez ci-joint cette reddition. Pour toute question concernant ce projet, vous pouvez contacter le comité de développement. Aussi, le conseil municipal a nommé M. Gilles Poulain à la présidence des festivités du 150e anniversaire de Lac-Drolet. Il serait donc pertinent de discuter avec M. Poulain pour la rédaction d'un livre.
Finalement, concernant les logements de disponibles et les maisons à louer, il serait difficile actuellement pour la municipalité de tenir à jour un registre. Présentement, la majorité des logements se louent dans un délai très court. Je t'apporterai une modification, Joanie. Oui. Quand on dit « voici la réponse des membres du conseil », c'est la réponse du conseil. OK. Parce Parfait. que finalement, c'est en conseil qu'on prend une décision. Là. Parfait. Est-ce que ça convient comme réponse, selon vous? C'est bien. Parfait. On serait donc rendu au point 0701 avec la présentation des états financiers pour l'année 2020. Fait qu'on souhaite bienvenue à M. Éric Vachon qui se joint à nous à distance. En plus, il s'est fait un beau déplacement à Lac-Drolet. Oui. Avantage. Ça fait 2 ans, je pense, l'année passée aussi, Éric, on était en plein Oui, COVID. ça avait été ça aussi. La situation est encore la même après un an. Fait que, finalement, on ne sait pas si vous existez réellement ou c'est qu'une image virtuelle. Là, tu sais. Ah. Ça serait une surprise. OK. Fait que, on vous laisse la parole pour la présentation du rapport financier 2020. Parfait. Yes. Cet écran-là que je veux. Ce sera pas long. J'essaie de... Je vais vous partager ça. Ça va aller mieux. Est-ce que tu voudrais que je le partage, Éric? Je pense que je vais l'avoir. Ah, il n'y a pas de problème. Bon. Yes. Bon. Est-ce que vous voyez mon écran ici? Oui. Oui. Tu peux-tu grossir juste un peu la police de caractère? Tu es rendu à mon âge, là. La vue baisse. Comme ça? Ah, super. Parfait. Donc, ça, je vais me présenter. C'est Éric Vachon. Je travaille pour Blanchisse Vachon. On avait le mandat de faire l'audit de la municipalité de Lac-Drolet pour l'année 2020 et de produire le rapport financier. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, là, c'est un sommaire de l'information financière. On ne va pas présenter le rapport au complet, seulement les grandes lignes. Donc, je pense que vous avez tous le sommaire avec vous, si vous voulez suivre en même temps. Il a été déposé sur la plateforme pour les conseillers. Donc, moi, je vais commencer un peu dans le milieu du document. Ici, à la page numéro 3, on va commencer par regarder les revenus de l'exercice. Donc, la colonne du milieu ici, on a les résultats réels de l'année 2020. Donc, pour ce qui est de la taxation, on a eu 1 679 545 $ en taxation. Donc, on voit ici, c'était le budget pour l'année 2020. On a un quelques 20 000 $ de plus. Ensuite, pour ce qui est des compensations tenant lieu de taxe, on a 9 633 comparé au budget de 9 035. Ensuite, pour ce qui est des revenus de transfert, ça, c'est tous les montants là, qui proviennent des gouvernements. Donc, on en a en 2020 pour 297 960. Donc, on voit qu'on est plus élevé là, que le budget de 236 853. En gros, là, ce qu'on a de plus dans les revenus de transfert, entre autres, il y a la subvention de la COVID,
qui ont versé là, de 54 000. Il y a aussi eu la bonification là, de la subvention pour la voirie locale, un 53 000 de plus aussi là. Puis ça comprend aussi là, la subvention pour l'eau potable, là, la PPA-SEP, là, on avait un 16 000 aussi de plus. Donc c'est tous des revenus qu'on a eu de plus qui n'avaient pas été budgétés. Ensuite, pour les services rendus, on a 145 477. Un petit peu moins là, que ce qui avait été budgété de 152 155. Imposition de droit, amende pénalité, on a 52 893. Ça comprend là, tous les intérêts, les droits de mutation, les permis, tout ça. Donc, on a 52 893 versus 54 460 au budget, ce qui est comparable. Ensuite, là, dans les autres revenus, on a 122 225, comparativement au budget de 101 646. Là-dedans, ça comprend entre autres là, le montant qu'on reçoit pour le projet d'éolienne, puis quelques autres dépenses, mais la majorité de ce montant-là, c'est ça, là, c'est du projet d'éolienne. Juste pour bonifier, Eric, on a aussi, là-dedans, on avait aussi les réservations de salles et tout ça qui avait un petit peu diminué, mais dans nos autres, on avait aussi le remboursement là, de comme Cité Construction là, pour le rechargement là, de la route c'est vrai aussi. du Moulin, puis l'infiltration d'eau là, que on avait refacturé aussi à Construction Grelot. Là. Fait que c'est des revenus qui s'étaient ajoutés à ce moment-là. Oui, exact. Donc, ça nous fait un total des revenus de fonctionnement de 2 307 733. Ensuite, on vient ajouter aussi là, un revenu de 725 900 dans les investissements. Ça, c'est le RIRL là, pour le projet qui a été fait dans l'année là, pour le Rentis. Ce qui nous fait un total des revenus de 3 33 633. Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui. Parfait. Ensuite, à la page suivante, on va descendre sommairement là, les dépenses de l'année. Donc, on va regarder vraiment la première colonne. C'est vraiment les chiffres réels de l'année 2020. Là, on n'a pas la colonne budget ici. Là, ils ne font pas apparaître dans cette page-là. Mais je vais vous dire sommairement là, les comparatifs. Pour l'administration générale, autant toutes les dépenses pour le conseil et la direction, on a 269 175. Ça, c'est environ on a environ un 13 000 $ de moins que ce qui avait été budgété ici. Ensuite, en sécurité. En administration générale, ce 13 000-là, c'est entre autres le conseiller Valentin Talbot avait remis sa démission, fait que de avril à décembre, ce poste, il y a eu la vacance. Puis on a aussi l'économie au niveau des salaires en administration. Ouais. Ensuite, en sécurité publique, pour la police, on a 101 021. Pour la sécurité incendie, 79 923. Et dans les autres dépenses de sécurité publique, on a 4 406. En tout, dans la sécurité publique, là, pour les trois comptes ensemble, là, on a environ un 27 000 de moins que ce qui avait été budgété ici. En gros aussi, là-dedans, c'était surtout les salaires là, des pompiers, là, qu'il y a eu beaucoup moins que ce qui avait été budgété. Ensuite, en transport pour le réseau routier, ça comprend là, autant la voirie d'été que d'hiver. On a
424 415. Puis, on a 2269 en transport collectif. Ça, c'est un montant qui est versé là, dans la quote-part de la MRC. Donc, en tout, là, pour le transport, on a un 71 000 de moins que qu'est-ce qui avait été budgété également au budget. En gros, de qu'est-ce qu'on a de moins? Ben, encore ici, on a des salaires de moins et qu'est-ce qui était budgété. Ensuite aussi, là, ben, il y avait tout de l'entretien là, pour les routes. Puis aussi le déneigement, là, vu que c'était la première année qu'il n'y avait pas le contrat de déneigement. Fait qu'on avait budgété un peu plus que qu'est-ce qu'on a vraiment utilisé là, pour ce qui est d'abrasifs, puis d'essence, puis tout ça là, pour l'hiver. En gros, je pense que ça résume pas mal les différences qu'il y avait dans le transport. C'est d'accord avec moi, Joanie? Oui, effectivement. Parfait. Ensuite, en hygiène du milieu, pour eau et égout, on a 282 670. En matière résiduelle, 174 773. Et les autres dépenses d'hygiène du milieu de 29 361. Si on compare avec le budget, dans ce fois-ci, pour l'hygiène du milieu, en tout, là, on était pas mal semblable avec ce qui avait été budgété. Donc, on n'a pas beaucoup d'écart là-dedans. Ensuite, santé et bien-être, 4 906. Encore là, ici aussi, là, on était pas mal semblable avec le budget. Ensuite, si on descend en urbanisme, pour ce qui est de aménagement urbanisme zonaire, on a 23 065. Et promotion développement économique, on a 29 770. En tout, pour tout l'urbanisme, on a un 40 000 de moins de ce qui avait été budgété. On avait pas un 20 000 de moins là, en salaire pour l'urbanisme. Puis l'autre 20 000, là, c'est ce qui avait été prévu là, pour le développement, là, les aides financières qui finalement n'ont pas eu lieu. Donc on avait un autre 20 000 là aussi. Ensuite, on descend en loisirs et culture. On a 136 142. Et ici, on a à peu près un 60 000 là, de moins que ce qui avait été budgété également. En gros, encore ici, là, on a, évidemment, il y a des salaires, encore une fois, pour ce qui est des terrains de jeu, puis tout ça. Il y a aussi quelques projets, et je crois qu'ils n'ont pas lieu là, avec l'année qu'on a eue. Je pense que les loisirs, ça n'a pas été le domaine qui a eu le plus d'activités dans l'année. Donc, vous comprendrez qu'il y a eu beaucoup moins de dépenses que prévu. Et finalement, j'arrive aux frais de financement, là, les intérêts sur les dettes long terme. On a 51 741, ce qui était pas mal qu'est-ce qui avait été budgété. Ce qui me donne Éric, je veux juste faire un ajout pour les loisirs culture, là. Juste oui, vas-y. parce que c'est quand même un gros montant, là, mais dû à la COVID, c'est sûr que nos heures de conciergerie, là, ils ont quand même diminué considérablement. Puis il y a aussi le fait qu'on a décidé cette année de donner aussi à contrat là, la tonte des gazons. Fait qu'à ce moment-ci, là, ça nous a enlevé un montant, quand même un gros montant en salaire. Je l'ai ajouté. Merci. Donc, pour ce qui est de toutes les dépenses de fonctionnement, ça nous donne 1 613 637. À ça, ici, là, on vient rajouter là, les amortissements des immobilisations de 319 398 pour un total des dépenses de 1 933 035.
Est-ce que ça l'allait toujours jusqu'ici? Oui. Fait. Donc, je vais revenir au début du document. Donc, on va arriver au sujet plus croustillant. On va venir voir le surplus. Donc, ici, si je pars d'en haut, on repart ici avec notre total des revenus qu'on vient de voir de 2 307 733. On a nos revenus d'investissement du RIRL ici. On a les dépenses qu'on vient de voir. Pour ce qui est du surplus d'exercice, on vient soustraire là, ce qui a rapport à l'investissement, le 725 000, vu que ça vient pas toucher le surplus de l'année. Ensuite, on vient aussi enlever l'amortissement des immobilisations de 319 398, puisque ça, c'est pas une vraie dépense, c'est pas une dépense qui a été décaissée, donc on vient pas le compter là, dans le surplus de l'année. On vient ajouter les remboursements de la dette long terme qui ont eu lieu de 104 558. Ici, on vient aussi ajouter un 28 189 de montant pour des investissements, dans le fond, qui ont été financés à même le budget de l'année, qu'il n'y avait aucune subvention quelconque qui venait les payer. Rapidement, qu'est-ce que ça inclut là-dedans? Il y a les pompes, la pompe pour l'aqueduc qui a été achetée dans l'année, le cache de sécurité, les équipements de pompiers, des ordinateurs portables. En gros, là, c'est ce qui comprend notre 28 000 ici. Et on vient aussi ajouter là, le 14 856 ici pour le remboursement là, de la réserve de fonds de roulement qu'on doit rembourser encore pour quelques années. Donc, en additionnant tout ça, on arrive ici avec un surplus de l'exercice de 546 493. Donc, on a quand même un bon montant de surplus, mais comme on a pu voir là, tout au long, là, on avait quand même, il y a eu plusieurs revenus qui n'avaient pas été budgétés, qu'on a eu, qu'il y a eu beaucoup moins de dépenses au final, qu'est-ce qui avait été budgété également. Donc, tout ça cumulé, là, c'est venu créer un déficit de l'année. Ça a été ça pas mal partout, là, juste pour vous rassurer là, que vous faites un gros surplus, mais ça a été ça pas mal dans toutes les municipalités cette année. Avec la COVID, là, il y a beaucoup de projets qui sont tombés à l'eau, qui avaient été prévus au budget, donc qui ont été taxés, mais finalement, ils ont été reportés aux années suivantes. Donc, je sais que c'est pour ça aussi, là, si je descends juste un peu plus bas ici, on vient voir ici justement là, notre surplus accumulé qui tombe au 31 décembre 2020, on tombe à 870 201. De ce surplus-là, dans le fond, on est venu enlever des montants que vous avez rajoutés là, pour différents surplus affectés. On a rajouté ici un 21 000 pour l'équipement incendie. On a fait aussi un 21 000 pour le barrage au lac Poulain. On a inscrit un 6 980 pour la protection du lac. Puis on a prévu aussi un 40 000 pour la génératrice. Donc, il vous reste quand même des montants là, que, si jamais pour des projets futurs, pourront être utilisés à même le surplus. Est-ce que ça allait toujours jusqu'ici? Avez-vous des questions concernant le surplus ou quelque chose? Non, ça va pour moi. Ça va. Le fait que tu dises que les autres municipalités vivent les mêmes choses, c'est quand même important, là. Oui. Ouais, ben c'est ça, c'est que on sait tous l'année qu'on a eue en 2020, ça n'a pas été facile pour tout le monde, puis malgré tout, ben dans un sens, ça a été, ben je dirais pas bénéfique, mais tu sais, ça a donné des surplus un peu partout là pour les municipalités, justement, il y a beaucoup de dépenses qui n'ont pas eu lieu à cause de ça. Fait que ça vous donne un petit coussin là, pour le futur, là, ça reste que c'est des surplus
qui pourront toujours être utilisés pour des projets là, qui auront été reportés. Là, donc, c'est pas catastrophique à ce niveau-là. Rapidement, ensuite, je montrerai ici là, pour voir un peu la situation financière de la municipalité au 31 décembre. Ça, c'est vraiment une image de la municipalité à la fin de l'année. Donc, au 31 décembre 2020, en trésorerie, là, en banque, la municipalité avait 985 531. Dans les débiteurs, tout ce qui est des montants à recevoir, la municipalité a 1 482 318. On voit une augmentation significative par rapport à 2019. Mais ça, dans le fond, ça comprend là, la subvention du RIRL de 725 000 qui est à recevoir, là, qu'on est venu rajouter dans l'année. Puis, à part ça, là, on a aussi on a une autre subvention en RIRL là, qui nous reste encore 483 000 à recevoir. Donc, c'est pas mal ça, les deux montants majeurs là, des débiteurs. Ensuite de ça, on avait un 60 000 de TPS-TVQ à recevoir à la fin de l'année et un 79 000 de taxes municipales à recevoir. Donc, c'est pas mal ça qui comprend tout ce qui est les montants que la municipalité va recevoir. Ensuite, ici, dans les dettes long terme, on a 1 834 207, qui est de toutes les dettes, les soldes de capital de dette qui restent à payer au 31 décembre. Ensuite, dans les autres passifs, ça comprend entre autres les montants à payer. Rapidement, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça comprend aussi, il y a aussi l'emploi temporaire qui rentre là-dedans. On avait un emploi temporaire pour le 10e rang là, de 623 000 à la fin de l'année qui rentre là-dedans. C'est surtout ça qu'on voit l'augmentation versus l'an passé. Sinon, le reste, c'est vraiment des fournisseurs là, qui avaient payé au 31 décembre. Là. Ça comprend aussi, là, on a une retenue à payer d'environ 39 000 là, pour le 10e rang également, qui est à payer au 31 décembre. Ensuite, finalement, ici, pour les immobilisations, on a un solde de 6 162 944. Ça ici, là, c'est la valeur nette qu'on appelle. C'est la valeur des immobilisations qu'on estime au 31 décembre 2020 de tout ce que la municipalité possède, de toutes les routes, camions, bâtiments, etc. Donc, c'est une valeur comptable qu'on estime que tout ça, qu'est-ce que ça vaut à la fin de l'année. Donc, c'est ça qui complète là, pour la situation financière. Après ça, rapidement, je sais pas si vous aviez d'autres questions. Oui, Eric, moi j'ai une question. Oui. En haut de la page 4, tu as deux lignes qui m'intéressent. Là. Ça ici? Oui, c'est deux-là. Ouais. C'est quoi la distinction entre les deux? Parce que elle va devenir de plus en plus grande si le gouvernement continue à faire les mêmes programmes de subvention. Je comprends bien. Oui, c'est sûr. C'est l'endettement total net à long terme. Le 1 393 000, ça comprend là, pour vos dettes à long terme, diminuer des subventions que vous avez à recevoir. Donc, ça, c'est vraiment pour la portion municipale. Ça, c'est vraiment le chiffre le plus important. Là, c'est le 1 393 000. L'autre chiffre en dessous, c'est juste qu'on vient inclure là, la portion de la MRC. Fait que ça,
pas vraiment pertinent pour nous. Il faut le présenter. Là. Dans le fond, votre part, ce que vous allez payer en cas de part pour la dette de la MRC est comprise ici. Là. C'est environ presque 800 000. OK. Mais pour ce qui est vraiment de l'endettement en tant que tel de la municipalité, là, c'est 1 393 000, là, qui est notre chiffre de dette qu'on a dit tout à l'heure. Diminuer des subventions qu'on a à recevoir qui viennent d'en payer une partie. Bien. Parce que si je regarde mon relevé bancaire qui fait la liste, exemple, des dettes que j'ai, je vais arriver à plus qu'1 393 000. Ouais, c'est ça, vous allez être à 1 800 000, on a dit tout à l'heure. La différence entre les deux, c'est les subventions promises par le gouvernement pour payer la partie capitale qu'on empruntait l'un aux autres. Exactement. D'accord. C'est ça, fait on a environ 500 000 là, de subventions à recevoir là, pour les dettes. Là. Parfait, merci. Donc, je pense que c'est pas mal ce qui conclut là, la présentation du rapport financier. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ton rapport d'audit, c'est un rapport sans restriction? Oui, c'est vrai, j'ai oublié de l'ouvrir. Je vais aller vous le chercher rapidement. Je pense qu'il faut que tu fermes ton partage, puis tu réouvres un partage. Voilà. Vous devez l'avoir vu apparaître ici. Oui. Oui. Ok, parfait. Donc, comme ici, on voit, là, on a vraiment une opinion là, sans restriction, là, à notre avis. Les états financiers, dans tous leurs aspects significatifs, ont une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre. Donc, si on n'a vraiment aucune restriction, là, il ne s'est rien passé de majeur pour avoir un an de limite. Ensuite, le deuxième rapport, le gouvernement nous donne toujours 2 mandats. On a le mandat de faire l'audit des états financiers. On a aussi le mandat d'effectuer un audit pour le taux global de taxation. Dans le fond, ce montant-là, ce taux-là, dans le fond, c'est juste qu'on vient regarder, on vient valider, en fait, là, le taux que la municipalité taxe, dans le fond, à tout le monde. C'est un taux global qu'on appelle parce que ça équivaut à si la municipalité avait seulement un taux à définir pour toute la taxation qu'elle fait. Donc, pour ce taux-là, pour l'année 2020, là, c'est à 1,39. Ce qui est on remarque une légère diminution versus l'année 2019, on était à 1,41. Donc, ça se tient quand même bien. On peut regarder rapidement si on ouvre, juste pour se comparer un peu là, avec ici, avec le profil financier et de la municipalité. Là, ça, c'est un document qui est préparé par le gouvernement lui-même. On y retrouve quand même des informations intéressantes. Joanie, on va pouvoir en avoir une copie du document? Oui. Merci. Donc, je vais porter votre attention à la ligne ici, le TGT pour taux global de taxation. Ça, c'est les données de 2019. Là, les données de 2020 vont être disponibles l'année prochaine. Mais juste pour vous comparer un peu, la ligne ici, là, ça, c'est le taux de la municipalité uniformisé parce qu'ils comptent un petit peu différemment en de nuit, mais c'est quand même relativement semblable. Donc, on était à 1,35. Si on se compare avec la MRC du granit ici, qui était en moyenne à 1,20.
Donc, on est un petit peu plus élevé. Sauf que si on regarde la dernière ligne ici, là, qui est la charge fiscale moyenne, donc la moyenne par logement là, d'un compte de taxes, pour la municipalité, on est à 1549 versus 1632 pour la MRC. Si on se compare avec notre classe de population, là, qui est toutes les municipalités qui sont à 2000 habitants ou moins, donc, qui sont à 1489. Donc, on voit qu'on est quand même comparable là, avec les municipalités semblables. Même pour l'endettement total. Ici, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, là, l'endettement total, ici, on vient de calculer par 100 $ d'évaluation. La municipalité ici est à 1,93, qui est comparativement à la MRC qui est à 2,28. Donc, on peut quand même conclure au final là, que la municipalité elle se porte bien là, par rapport à tout ce qui est de sa taxation et l'endettement. Donc, c'est pas mal ce qui conclut là, tous les points que je voulais vous parler. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à part ça? C'est bien. Oui, petite question. Dans tout ton travail, je veux juste m'assurer que tu as eu la collaboration du personnel de la municipalité. Oui. Ça a-tu été à ton goût? Oui, ça l'a bien été, là, même si on l'a fait à distance là, avec la situation cette année, là, ça l'a vraiment bien été. Là, ça a vraiment, tout le monde était coopératif. Là, on avait les réponses là, assez rapidement. Puis l'audit s'est vraiment bien fait. Là, j'ai rien à redire par rapport à ça. Merci beaucoup. Donc, nos félicitations à Joanie. Oui. Ton beau travail. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, ça va être tout pour moi. Je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Est-ce que Gaétan, as-tu une Non, question? c'est bien. Gaétan, Merci. Jimmy, c'est Belle correct? présentation, merci beaucoup. Non, c'est beau, merci beaucoup, ouais. Nathalie, ça convient? Non, ça va. C'était clair, merci. On vous remercie beaucoup, monsieur Éric. Fait que, on se souhaite à l'année prochaine, peut-être en présentiel. Ouais, possiblement. Ça serait le fun, hein? Merci. Ouais. Merci, bonne soirée à vous aussi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Donc, ça faisait le point 0701 qui est la présentation des états financiers pour 2020. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as besoin... Au point Ta suivant. résolution va être au point suivant. Oui. OK. Fait que c'est simplement une présentation. Donc, si on va à 0702, dépôt des états financiers pour l'année 2020, fait qu'à ce moment-là, on a besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer si les états financiers correspondent à vos besoins. Ça va? Proposé par Nathalie, appuyé par M. Gaétan Gagnon. À 0703, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle 2019. Vous aviez en document attaché ce fameux rapport qui nous parle finalement des contrats qu'on a octroyés. Oui. OK. Fait que ce que je comprends, c'est que l'ensemble des contrats qu'on a octroyés en 2019 correspondaient à la réglementation de gestion qu'on s'était donnée. Oui. Est-ce qu'il y a des questions ou des précisions, Joanie, que tu peux apporter? Oui, ben c'est une nouvelle obligation qu'on a depuis l'année 2019. Donc, c'est pour ça que les deux derniers points, là, je réajustais vu que ce dépôt-là n'avait pas été fait en 2020. Donc, on a l'obligation de déposer un rapport pour expliquer comment s'est passé l'application de notre règlement sur la gestion contractuelle. Puis à ce moment-ci, bien, on dépose les contrats de 25 000 $ et plus qui ont été octroyés. Il est déposé au conseil municipal. Est-ce qu'il est envoyé au ministère aussi?
Non, il faut qu'il soit déposé par la suite sur notre site Internet. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions pour la version 2019? C'est un dépôt, tu n'as pas besoin de proposeur. Après ça, à 0704, vous avez le rapport de dépôt sur le rapport annuel sur l'application des règlements de la gestion contractuelle 2020. Donc, vous avez aussi. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur cette version? Non. Non. Parfait. C'est un dépôt. Donc, on serait rendu à 0705, poste secrétaire administrative. Donc, on se rappelle que il y avait eu Marie-Ève Drouin-Bélanger qui nous avait donné sa démission. On avait entrepris un processus d'affichage, une révision des postes ainsi que des heures. Donc, on crée un poste de 15 heures par semaine. Tu as formé un comité de sélection, vous avez rencontré des candidates et tu as une recommandation à nous faire, Joanie? Oui, je vous recommanderais l'embauche de Mme Josée Bégin à titre de secrétaire administrative pour la municipalité. À raison de 15 heures par semaine à compter du 12 avril. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Et le taux horaire, les conditions d'emploi ont été convenues telles que le guide des conditions de travail des employés. Oui, exactement. Okay. Est-ce que vous avez besoin de précisions additionnelles du côté du conseil? Non, dans le sens qu'elle cumulerait les deux tâches. Elle ferait une partie de la bibliothèque puis une partie secrétaire. Ouais. Et on se rappelle qu'on a gardé les deux postes de façon séparée. Fait que si on avait à modifier l'horaire de un ou de l'autre, il sera traité de façon séparée à ce moment-là. C'est bien. Ça va? Oui. Est-ce qu'on aurait quelqu'un pour proposer et appuyer? Proposé par Gaétan, appuyé par M. Jimmy. Merci beaucoup. À 0706, défi ose entreprendre. On avait une demande d'aide financière. Oui. Dans le fond, annuellement, il y a un défi ose entreprendre. Il y a quelques années, si je ne me trompe pas, il y avait l'entrepreneur Pascal Saint-Pierre qui avait été récipiendaire d'un prix là, ici à Lac-Drolet. Donc, annuellement, on donnait une contribution de 100 $. Donc, je me demandais si cette année, vous vouliez toujours contribuer à cette activité. Il faut se rappeler aussi que ce programme Ose entreprendre a aussi un volet scolaire, un volet sur la création d'entreprise et un volet sur la réussite. Fait que donc, dès l'âge scolaire, on commence à initier nos jeunes qui veulent participer au concours. Fait que c'est quand même intéressant là, en choix là, de pouvoir. On sait qu'on est bien reconnu dans le coin pour le côté entrepreneur de nos citoyens. Fait que je pense que c'est un petit programme intéressant. C'est pas un montant super important. Je pense que ça peut être au moins un signe comme de quoi qu'on appuie l'organisation. Oui, c'est bon, je suis d'accord. Ça va? Oui. Gaétan, t'en ferais la proposition? Oui, oui. Qui pour appuyer? Nathalie? Enfin. Sécurité publique à 0801. Traverse piétonnaire, demande au ministère des Transports. Peux-tu nous faire un bref contexte de cette demande? Oui, dans le fond, ça fait quand même déjà plusieurs années là, qu'on n'a plus de traverse piétonnière sur la rue principale pour se rendre à l'école primaire. Fait qu'il y a plusieurs enfants là, qui traversent sans traverse. Fait que ça a été aussi une demande là, de l'école primaire là, de pouvoir faire les démarches. Dans le passé, sur la rue principale, près de la rue Parent, il y a déjà eu dans le passé là, une traverse piétonnière, mais le ministère avait décidé de ne pas la refaire parce que c'était un stationnement d'un bloc appartement. Fait qu'il y avait un risque qu'une voiture recule dans la traverse piétonnière.
Donc, à ce moment-ci, ce qu'on voudrait, c'est relancer la demande au ministère de trouver un endroit opportun pour faire une traverse piétonnière, soit la rue, à la rue Lacroix, pour aller vers le trottoir pour que les jeunes puissent traverser de façon sécuritaire. Fait que dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que nous, il faut identifier le site et faire la demande au ministère du Transport afin qu'eux autres reconnaissent ou non la demande, dans le fond, pour créer légalement. Et ce qui va amener, s'il y a une traverse piétonnière, ça veut dire que ça nous prend un brigadier. Oui. Dans le temps, c'était des 6e années qui faisaient ça. Oui. C'était juste à chaque année qu'on se bat pour ça. Là. C'est pas nouveau, ça. Là. Au conseil, ils nous l'ont fait changer de place. Ils l'ont ramené ailleurs. C'était pas sécuritaire. On l'a enlevé. Là, il y avait le trottoir. Ça marchait plus. Fait que ça, c'est ça. Je te souhaite bonne chance, Joanie, de trouver la solution. Là. Mais ce qu'on comprend, c'est que du côté de l'école, c'est une demande pour sécuriser, dans le fond, la traverse sur le municipal. On est d'accord, ça fait des années, mais il n'y a rien qui se fait. Ils nous changent de place, puis il y a toujours de quoi qui empêche de le faire. Ça fait des années qu'on essaye, la municipalité, de refaire mettre la traverse, puis il y a toujours quelque chose. Fait que tant mieux là, si on peut réussir cette année, là. Mais ça fait plusieurs années. À chaque année, on essaye de trouver une solution pour cette traverse-là. Ils l'ont enlevée où ce qu'elle était parce que justement, elle tombait dans le bloc à monsieur, en tout cas, en face du parc. Là. Nous autres aussi, on disait que la meilleure place, ce serait où la rue industrielle, mais où la rue industrielle, il y avait un problème de trottoir. Là. Je pense que pour embarquer sur le trottoir avec les vélos, ça ne marchait pas. En tout cas, il y avait quelque chose. Là. Mais regarde, je ne sais plus, là, tu vas voir ce qu'ils vont nous dire. Mais oui, idéalement, c'est pas sécuritaire. C'est sûr, il n'y a pas de traverse. OK. Fait qu'on relance J'aimerais une ça demande. d'ailleurs à revenir là-dessus. On était supposé de mettre une barrière et tout à la garderie là, le long de la rue industrielle parce que Maurice Lapierre il avait fait ça un jeune en bicycle. Oui. Il avait sorti de là à Pine. Ça va-tu se faire, ça? Ou... Dans le fond, j'avais fait des démarches pour avoir parce qu'on voulait une espèce de clôture. Là. Fait qu'éventuellement, je vais vous présenter. OK, c'est bon. Excusez-moi, présenter ce qu'on pensait faire à cet endroit-là. Parce que les jeunes piquaient là en vélo, là, puis ils ne regardent pas, puis ils sortent vite, puis c'est dangereux que les autos les frappent. Là. Si le long de la rue Lacroix, ce qu'on parle, là, de mettre une barrière dans ce secteur-là, et puis que la barrière faisait un L sur la rue principale, là, où il y a la station pour les autos électriques, à ce moment-là, la traverse pourrait partir du trottoir d'en face puis aller au stationnement électrique. Parce qu'il n'y aura pas d'auto qui puisse sortir de la garderie sur le coin. Fait que ça donnerait peut-être une façon de faire, là. Je sais pas, là. On pourrait passer, là, ouais. Ben, je pense que ce qu'on fait comme démarche auprès du ministère des Transports, c'est pas de lui dire acceptez-vous une traverse là. La question, on va lui poser. Dites-nous où on peut faire une traverse qui correspond aux critères. On va virer la question de bord, on va le tirer à patate chaude, là. Ben oui. Fait que... OK. Fait que, qui en fait la proposition de faire cette démarche auprès du ministère? Nathalie, appuyée par Jamie. Merci. 0802 demande d'ajout d'un luminaire sur la rue des Bouleaux. Dans ce côté-là. Je peux peut-être faire le tour un petit peu du dossier. Je me suis de consulter les résidents de la rue des Bouleaux, c'est-à-dire M. Pierre Labrec, Mme Boulay-Lacroix. Après ça, en fait, c'était Maurice Quirion et Mme Bellegarde. Pour vérifier, il y a un poteau sur le coin du terrain de M. Labrec. Il y a une boîte postale là. Et il n'y a pas d'éclairage de rue. C'est relativement sombre de ce côté-là. Fait que j'ai pris l'initiative de poser la question aux gens. Est-ce qu'ils avaient déjà pensé, est-ce qu'il y avait un intérêt, une opposition à s'il y avait une lumière là? Est-ce que ça ajouterait de la qualité à leur vie? Puis est-ce que ça sécuriserait la rue? Fait que j'en ai 3 qui m'ont répondu qui étaient
intéressé et favorable à ce qu'il y ait une installation. Et il y a une personne qui devait faire réflexion et me revenir, mais elle n'est pas revenue là-dessus. Fait que je voulais regarder un petit peu avec vous autres. Dans le passé, comment on traite ces demandes-là? Est-ce que ça prend la majorité des gens qui sont sur le territoire de la lumière? Est-ce que c'est une décision municipale? Est-ce que ça prend la totalité des gens qui sont pour? Comment est-ce qu'on traite un petit peu ce La phénomène-là? première fois que j'entends parler de ça, là, que quelqu'un va acheter une lumière, depuis que je suis là. Ça n'a jamais arrivé. Parce qu'ailleurs, ils sont tous à tous les poteaux dans nos rues, à peu près presque partout. Il y a le seul endroit là qui sont aux 2 poteaux. Parce qu'il y en a une à M. Raymond Fauché, près du lac à M. Royer. Il y en a une autre en chez Gaston Lacroix. De l'une à l'autre, les autres s'éclairent. Mais cette portion de rue-là, celle qui est au point de la rue principale, n'éclaire pas du tout là. Hein? Bonne idée pour ma part, en plus que la boîte postale juste en dessous. Ça va être une décision municipale, Oui. ça. Moi, je vois Oui, pas oui, le oui. conseil. Bon, Oui. regarde. C'était, dans le fond, c'est nos rues. Si c'était sur la rue du ministère, il faudrait faire une demande au Si c'est ministère. côté sécuritaire, je pense que c'est c'est nos une bonne raison de le faire. Là. Oui. Ça implique quoi comme coût, Joanie, pour le fun? Dans le fond, ça va être l'achat d'une nouvelle, d'un globe plus le bras, là, fait que c'est aux alentours de 400 $ plus l'installation. Qu'est-ce qu'on se donne comme processus de décision par rapport à ça? Vous, on tranche, on prend en réflexion, puis au prochain conseil, on rediscute la situation? Ben là, je pense que c'est entonné avec les citoyens, ça semble. Ils ne sont pas traînés ça à cette heure qu'on l'a mis sur le sujet. Moi, je pense que faisons-le si on juge que c'est sécuritaire, que vous en avez parlé et qu'ils sont d'accord. Là. Je propose. Oui. Propose? OK. M. Jamie propose. Enfin, qui va appuyer? C'est bon. Gaétan. Parfait. Fait qu'on fera la démarche. Enfin, on verra avec l'électricien quand est-ce que ça donne pour l'installation. Mais s'il y a de ça à faire à revenir pour autre chose, eux autres-là, ils ont tout fini ou on pourrait jumeler ça avec un autre travaux pour Oui. faire venir pour rien, Oui. par exemple, là, juste pour ça. Ben, il faut qu'ils reviennent parce qu'il manque une lumière de rue sur pour aller vers Saint-Samuel Station, là, qui avait été oubliée, là, fait qu'il faut qu'ils Ok. reviennent pour ça. Fait que si on peut les mettre ensemble, on va ménager au moins sur les frais. Elle ne sera pas subventionnable dans l'autre subvention qu'on a eue. Non. Parce qu'elle n'était pas existante, là, hein? Parfait. Parfait pour ça. 0803, dépôt d'une demande d'aide financière au programme RICIM, amélioration de la caserne et du garage municipal. Oui. Joanie? Oui. Lors de la préparation du budget, on avait parlé de la problématique qu'on avait au niveau de la caserne, puis de l'acquisition des nouveaux camions éventuellement. Donc, le programme RICIM, on peut déposer pour justement faire de l'amélioration, agrandissement d'une caserne, garage municipaux. C'est un programme là, qui est vraiment pour les édifices municipaux. Donc, il y a une série quand même de critères à respecter. Il faut qu'on ait un bilan de santé, il faut qu'on ait une lettre qui prouve qu'on n'est pas aux normes par rapport à notre caserne. Puis nous, dans le fond, c'est ça, on avait eu la visite là, d'un conseiller de la sécurité publique. Puis justement, le fait qu'on ait juste une porte qui ouvre, ça devenait une grosse lacune, là, parce que si le camion d'en avant part pas, ben à ce moment-là, on n'est pas capable de sortir avec les 2 autres camions. Donc, au niveau de ce programme de subvention-là, on pourrait être subventionné à 65 % pour les travaux là, d'agrandissement. Ce que je vous proposerais, puis je vais partager mon écran là, pour que vous puissiez le voir.
Ça s'en vient. OK, c'est bon. Donc, ici, on a notre bâtiment existant. Cette portion-là où mon curseur, ça se trouve être la caserne. Et cette portion-là, ici, ça se trouve être utilisé par le garage municipal. C'est à cet endroit-là qu'on range notre souffleur et notre niveleuse. Donc, à ce moment-ci, après consultation là, au niveau des pompiers, ce qui pourrait être envisageable, c'est que on cède cette partie-là à la caserne incendie, de sorte qu'on pourrait mettre un autopompe ici, avoir l'autopompe qu'on a actuellement, plus l'unité d'urgence. Puis, on pourrait à ce moment-là aménager là, un vestiaire convenable, là, parce qu'actuellement, le vestiaire est sur le bord du mur, tout près là, des camions incendies. Ensuite, au niveau du garage municipal, on ferait un agrandissement ici pour pouvoir loger notre niveleur et notre souffleuse avec une porte aussi une porte de garage. Puis ça serait installé excuse-moi, là, je connais pas le terme français, là, mais un pit là, pour faire l'entretien de la machinerie. Puis, au niveau, pour ranger un petit peu là, nos choses, là, on en a un petit peu, là, ou le container, ici, on ferait juste un abri non isolé, là, mais juste un toit là, pour qu'on puisse mettre nos véhicules, nos 2 pick-up, plus les tracteurs à pelouse et tout ça l'hiver, là, pour que ça soit tout à la même endroit. Donc, c'est ce que nos employés, après consultation, là, qui m'ont présenté, qui pourrait être intéressant là, pour le réaménagement de la caserne et du garage. Est-ce que vous aviez des questions? Tu serais correct avec les normes pour les grandeurs, les distances et tout ça? Ben, c'est ça, là, ça, c'est ce que je suis en train de travailler là, pour savoir la grandeur, la marge, puis... Ouais, c'est ça. Ça m'a l'air d'emplir l'espace pas mal. Oui, sauf que la grandeur du coraux blanc qui est dessiné là, c'est peut-être pas comme on dit à l'échelle nécessairement. Là, non. C'est plus pour situer le concept nécessairement, là, les dimensions. C'est ça, ouais. Ce qui est l'élément intéressant aussi, c'est-à-dire si on recrée un nouveau pit, ou je ne sais pas comment on appelle ça, là, en français, là, au moins il sera fait sous conforme aux normes, parce que quand on utilise l'autre, s'il arrivait quelque chose, c'est comme pas évident. Là. Il n'est pas ventilé, il est mal éclairé. Fait que je suis pas sûr que la CSST ne chialerait pas si on l'utilise passablement. Et mes amis, Joanie, tu avais trouvé aussi quelqu'un qui pourrait faire l'inspection de nos camions. Fait que si on avait un pit, autant les autoports, etc., fait qu'au lieu de perdre du temps pour aller faire inspecter à Thetford ou ailleurs, on pourrait faire l'inspection directement sur place ici, là. Oui. En même temps. Joanie, je peux-tu te demander de quoi? Oui, pas de problème. Alors, vas-tu bien, Marc, avec les 2 gars? Marc. Ben, c'est pas Marc, le nouveau qui s'appelle? Benoît. Comment que ça va, les gars, l'équipe? Là, Benoît. Oui, ça va super bien. Ça va super bien. OK, parce que souvent, je le vois travailler toute seule, lui, puis les 2 autres sont toujours ensemble. C'est pour ça que je me posais la question. Oui, parce qu'actuellement, l'objectif, c'est que Benoît, on est en train de lui faire suivre la formation pour les eaux usées. Puis, en même temps, de devenir aussi un remplacement à l'eau potable. Fait qu'actuellement, là, il est en train d'aider un peu plus Guillaume parce qu'il y a un petit peu moins de connaissances au niveau mécanique et tout ça. Fait qu'on a essayé de tirer sur Je voulais juste être certaine que c'était pas comme, tu sais, les gars tout le temps ensemble, puis lui tout le temps plus tout seul un peu, là. Non. Non, mais correct, ça va bien. Là, oui, ça va bien ensemble. OK, super. C'est bien. Puis ça répondra aux besoins des pompiers, la partie additionnelle qu'on lui donne. Oui. Là, vous ne l'avez pas chiffré encore comme de raison? Non. Là, on est en... C'est ça, c'est... je voulais vous le présenter pour vous demander l'autorisation de faire un dépôt, dans le fond, puis de commencer les démarches là, pour avoir cette aide financière. Là.
Parce que là, tu vois, Gaétan, au point suivant, là, on a une offre d'accompagnement pour la glycine. OK. Faire la demande de ce côté-là. Parfait. Fait que là, ça te prend une résolution pour autoriser le dépôt ou est-ce que tu fais faire l'estimé des coûts avant? Ben, c'est ce que je voulais voir, avec vous. C'est que là, ces 2 points-là, je les avais ajoutés, mais j'ai eu ma rencontre ce matin. Puis, à ce moment-ci, la Fédération québécoise des municipalités peuvent nous accompagner au niveau plus de quand on va être rendu avec un architecte. Fait que c'est vraiment de faire les plans de vie, monter aussi les appels d'offres, puis nous aider à compléter la demande avec qu'est-ce qui est plus technique. Mais la première étape à faire pour ce projet-là, c'est qu'il faut qu'on ait un carnet de santé et une lettre d'un professionnel, dans le fond, pour dire qu'on a une problématique au niveau de notre caserne. Puis, la FQM, à ce moment-ci, cette lettre-là, elle ne peut pas nous la produire. Fait qu'il faut faire affaire avec un service d'ingénierie. Donc, je vais devoir contacter des ingénieurs là, pour ça. Est-ce qu'on est capable, avant d'aller dans la démarche, est-ce qu'on a un estimé des coûts que pourrait représenter ce type de projet-là? Parce qu'il est subventionné à 65, mais il faut comprendre qu'il faut mettre 35 à partir des argent de la municipalité. On a-tu on va dire un estimé budgétaire de ce que pourrait représenter finalement ce projet-là là, avant de se lancer dans l'impact? Bien, on avait fait faire des scénarios quand on avait refait notre toiture avec l'architecte pour faire un agrandissement dans le fond du garage municipal. Puis un agrandissement du garage avec un pit selon les nouvelles normes. Là, je suis désolée là, du terme. À la base, ça, c'était un projet là, qui était de 178 000 qui nous avait compté comme estimé en 2019. Fait que là, à 178 000, on n'a pas de sous pour refaire des aménagements dans la caserne d'incendie. Ça, c'était vraiment juste un agrandissement là, qu'on avait. OK. Puis, on n'a pas de sous pour faire l'autre partie, non, qui est juste un toit et des murs là, de ce côté-là. Là. Non plus. OK. Est-ce qu'il serait sage d'obtenir une espèce de mise à jour pour voir qu'est-ce que peut représenter l'ensemble? Si le reste du projet, c'est 200 000, bon, on sait qu'on aura 35 du 200 000 à contribuer, mais si finalement ça coûte 400 000, ben, ça vient de changer la donne un peu, là. Dans le fond, vous aimeriez que je fasse une espèce d'estimation du projet par l'architecte du temps? Ou? Ben, ça serait peut-être intéressant pour pouvoir prendre une décision. Si on sait qu'on a 35 à mettre pour ce projet-là, ben, il faut quelque part savoir aussi comment est-ce que ça peut nous coûter, parce que là, sinon, tu fais des démarches pour bâtir des plans, tu fais des démarches pour obtenir des confirmations comme de quoi que notre bâtiment n'est pas conforme. Puis si en bout de ligne, on dit, ben non, finalement, c'est trop cher, ces démarches-là vont être perdues. Là. Ça, j'aimerais qu'on puisse avoir un chiffre un peu plus précis, sans être totalement précis, qu'on soit confortable avec l'ordre de grandeur si on va dans ce projet-là. Là. Dans le fond, moi, ce que je vous suggérerais, c'est que je puisse contacter une firme d'ingénierie. Là, je vais regarder ceux que la FQM m'a envoyés. Parce qu'eux, ils pourraient me faire l'évaluation. Puis par la suite, étant donné qu'ils vont avoir fait l'évaluation, si on décide d'aller de l'avant, ben ils vont pouvoir me faire aussi mon bilan de santé. Tandis que si je passe avec l'architecte qu'on avait pris pour nos toitures, ben il ne pourra pas à ce moment-ci, lui, faire notre bilan de santé là, pour ce projet-là. Et dans le fond, on engagerait quand même une partie d'honoraires, puis si on désire poursuivre, ben il y aura le dossier en main. OK. On ne payera pas 2 fois les honoraires vu qu'on a fait en partie le travail. Oui, exactement. OK. Moi, je pense que ça serait intéressant qu'on puisse savoir ça pour prendre une décision éclairée. Je sais qu'il faut, comme on dit, trouver une solution pour la caserne d'incendie.
faut juste s'assurer, est-ce que ça rentre dans un ordre de grandeur qui convient finalement à nos budgets, là. Hein? Oui, mais c'est ça, mais tu vois, en même temps, on est un peu piégé, il va falloir passer par là, possiblement, parce que vous disiez qu'on ne pouvait pas avoir de subvention pour soit s'installer ailleurs ou une bâtisse neuve. Ben, on pourrait pour une bâtisse neuve. On pourrait pour une bâtisse neuve, OK. Puis si on acquiert une bâtisse existante, on pourrait probablement pour l'aménagement de la bâtisse existante, mais pas pour l'achat de la bâtisse. Oui, c'est ça. OK. Et on sait que si on fait une bâtisse à côté, on vient de doubler un tapon de choses. T'sais? On vient de doubler, finalement, ça va prendre un compresseur à l'air aux deux places, ça va prendre ci, ça va prendre ça, tu sais. Ça a aussi ce défaut-là. C'est pour ça qu'on disait, si on est capable d'agrandir sur notre terrain, nous autres, que c'est faisable à un prix raisonnable puis que c'est subventionnable, c'est peut-être la solution la plus efficace, là. Parce que même si on a une bâtisse existante à pas cher, faut l'aménager. T'sais? C'est ça. Oui, non, je pense que tu n'en sortiras pas. Mais j'essayais de voir, y a-t-il aussi un avantage à ce que les employés municipaux soient à la même place que les pompiers? Oui. Parce qu'actuellement, nos employés municipaux, c'est eux qui font les inspections de nos camions, qui font les changements d'huile, qui font un paquet de choses que c'est pas nos pompiers qui font. Ça veut dire que ça va passer par là, de toute façon. Là. Ça coûte 300 ou 325 ou 275. Ça va passer par là avec une subvention de 65 %. Il n'y a pas vraiment d'autres circuits. Là. Il n'y a pas d'autres. Probablement qu'il n'y a pas d'autres circuits à prix raisonnable de ce côté-là. Là. Ouais, c'est ça. Tu ne vas pas mieux ailleurs, puis il y a un lien de cause à effet qui soit ensemble. Fait que, puis tout déménager ça, puis raser ça, ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, ça, à un moment donné, là, ça n'arrive plus. Là. Un des avantages là, de faire l'agrandissement là, tout près du garage municipal, c'est que du même coup, on pourrait régler la problématique que les murs sont pas isolés aussi. Là. Ouais. Fait que ça pourrait ça chaufferait un mur. Oui. Ça te chaufferait un mur, puis avec un abri sur l'autre côté, ça l'isolerait aussi. Okay. Bien, c'est-à-dire, on peut vérifier, est-ce qu'à l'intérieur de la mise à niveau, on peut avoir un isolant aussi qu'on mette au mur? Parce que déjà, le plafond, ça a donné une différence. Parce qu'on a isolé le plafond du garage lorsqu'on a refait la toiture. Fait que, si de l'autre côté, on est capable de caper les deux murs, c'est intéressant de le regarder. Mais l'idée d'avoir un prix budgétaire, c'est plus de dire, je suis d'accord avec toi, Gaétan, c'est probablement la meilleure solution. C'est juste pas avoir, comme on dit, un chèque en blanc d'une certaine façon. Là, on s'engage pas d'un projet sans savoir où il finirait. Là, j'aime bien l'étape qui est proposée. Là, il va... on se dit que ça va finir à ça, mais il faut y aller par étapes. Je suis bien d'accord. Okay. Si on fait cette étape-là, Joanie, est-ce que ça te met en problème après de déposer ta demande au RICIM? Non. Non? Du tout. Fait que même si on prend un mois de plus, finalement, pour arriver avec un accord, ça cause pas de problème. Non. Le pire qui pourrait t'arriver, ce serait que l'architecte dise que tout est conforme et tu n'as pas de besoin. Ouais, mais ça m'étonnerait à cause de l'unique porte de la caserne, oui. C'est ça. C'est ce qu'on pense. On va y faire vérifier, mais on pense que c'est ça. Okay. Fait que dans le fond, le 0803, qui est le dépôt d'une demande de lettre financière, on va le reporter à la prochaine séance. Puis le 0804, ce que je comprends, c'est que tu aurais besoin d'un budget pour engager une firme d'ingénierie pour établir finalement un processus, un estimé budgétaire, dans le fond, de ce projet-là. Oui, c'est ça, exactement. OK. Est-ce que tu as un chiffre concernant est-ce qu'on doit mettre un chiffre comme budget? En fait, je mettrais peut-être un budget là, de 4 000 $. Fait que ça pourrait inclure aussi de me faire mes lettres professionnelles puis tous les documents que je vais avoir de besoin par la suite pour le dépôt de la demande. Fait que ça vaut tout le monde, donc un budget de 4 000 pour faire la démarche de l'estimation des coûts et l'identification après ça des professionnels. C'est bon. Bon. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Quelqu'un propose. M. Jimmy m'a appuyé. Merci. Après ça,
Si on descend au point de transport, au point 0901, appel d'offres matériaux granulaires. Fait que là, c'est une demande d'autorisation pour autoriser la direction générale secrétaire trésorière à préparer et à lancer un appel d'offres relatif à la fourniture de matériel granulaire pour la saison estivale 2021. Oui, j'ai une question, par exemple. Pour la préparation de cet appel d'offres-là, est-ce qu'on va avec les mêmes critères que l'an dernier par rapport au type de matériel qu'on veut acheter ou on le modifie avec le matériel qui est un petit peu plus dur là, que l'ingénieur nous avait recommandé? Ça, c'est ce qu'on va utiliser pour refaire du rechargement, quelques endroits dans nos rangs, puis notre consommation nous autres. C'est pas le projet du rang 7, là. Non. OK. C'est sûr que ce qu'on disait, le matériel actuel qu'on avait un défaut, c'est que rapidement, dans le temps, il se broie et se transforme en poussière. Si on avait un matériel qui était plus dur, la durée d'utilisation, finalement, d'un rechargement serait allongée. Hein? C'est ça. Est-ce que l'ingénieur peut nous donner, c'est-à-dire, non, il faut se décider, mais est-ce que l'ingénieur a déjà parlé de la durée de vie de un par rapport à l'autre? Est-ce que le matériel plus dur pourrait durer 2 fois plus longtemps, finalement, que celui qu'on a actuellement? 3 fois plus longtemps ou 10 fois plus longtemps? Est-ce qu'il s'est positionné par rapport à ça? Bien, quand on l'avait rencontré, ce qu'il me disait, c'est quand on fait un rechargement avec du matériel un petit peu plus dur, techniquement, ce rechargement-là devrait avoir une durée d'environ une dizaine d'années. Là. Versus, présentement, dans le fond, on rotationne un petit peu nos rangs. Là, à peu près aux 5 ans, là, on recharge nos rangs. 5-6 ans. Okay. C'est-à-dire que si on est capable de trouver un matériel plus dur, puis qui ne coûte pas 2 fois ce qu'on payait avant, on a un avantage à le faire. OK. Ben, c'est clair que si on va avec le matériel un peu plus dur, ça, d'autres municipalités l'ont fait. Puis le coût à la tonne est quand même plus dispendieuse que ce qu'on a actuellement. Sauf que si on peut faire un appel d'offres, si le prix final ne fait pas notre affaire, on pourrait abandonner cet appel d'offres-là et retourner en appel de soumission en enlevant la notion de matériel plus dur là. Oui. T'sais. Je dis un exemple, là. Si ça coûte 5 fois ce que ça nous coûtait avant, on n'est pas obligé de donner suite à l'appel d'offres. Non, on n'est pas obligé d'octroyer le contrat. Okay. Ben, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. On va voir dans le marché d'où viendrait le matériel dur, peut peut-être aussi avoir un impact par rapport à d'autres municipalités. Est-ce qu'on est plus proche d'une source que l'autre municipalité? Fait que donc, on peut peut-être sauver un peu sur le transport. Posons-nous la question, là, mais je pense que ça vaut la peine de l'essayer. La dureté est évaluée par des ingénieurs. C'est un test, dans le fond. Ici, ils vont devoir nous fournir la preuve là, du test. Ouais. Autrement dit, si j'ai une carrière, moi, je vais faire du concassé. Je vais prendre un échantillon de mon concassé, j'amène ça au laboratoire, puis je vais faire le test. Fait que là, le laboratoire va me donner une certification que ce matériel-là a les propriétés X, Y, Z qu'on demande. C'est bien ça, Joanie? Oui, c'est ça exactement. OK. Donc, ceux qui veulent solutionner devront avoir en main, en poche, un test qui prouve que ce qu'ils produisent correspond aux fameux critères. Ce qui est livré dans l'année, est-ce qu'il est testé sporadiquement à un ou deux voyages dans l'année pour savoir si c'est conforme à ce que tu as? Non. Parce qu'une carrière, c'est grand, hein? Tu as des coins solides et des coins moins solides. Ça peut être un petit ça peu... peut arriver. C'est ça. Non, parce que moi, je suis d'accord avec l'idée que combien même tu paierais 20 de plus pour du matériel granulaire solide ou 30 de plus. N'oublie pas que tu fais le voyagement du stock, l'étendage du stock coûte une grosse partie de ce que tu fais quand tu fais l'épandage dans un chemin. Fait que ça, le refaire aux 5 ans, là, tu le payes en double. Le temps, là. Fait que une chose que tu payes aujourd'hui, supposons,
$1, puis l'autre te charge 1,5, si le $1, il faut que tu la refasses dans 5 ans, il va te coûter 1,5 rendu dans 5 ans à cause de l'inflation. Fait qu'au bout de ton 10 ans, tu vas payer 2,5. Et si tu mets du 1,5 tout de suite, au bout de ton 10 ans, tu as payé 1,5. C'est comme ça que ça se compte. Fait qu'il pourrait être 50% plus cher, ça serait pas grave. D'un point de vue global, tu économises encore. Ouais. Comme, Il y a une économie, puis il y a une amélioration de la route aussi. l'amélioration de la route. Ouais. Puis, c'est ça. En tout cas, c'est juste qu'on a de la misère à certifier toutes ces données-là, puis être sûr que ce que tu as payé, c'est ça que tu as dans ton chemin. C'est un peu comme le calcium. Là, on se demande s'ils en ont mis ou s'ils n'en ont pas mis des fois. Tu sais, on disait faire des tests, de savoir qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé, la quantité. Là. C'est un peu ça qui est le problème, là, je pense. Là. Mais je suis d'accord qu'on devrait l'essayer. Là. Ce qu'on vient de dire, là, je suis d'accord avec ça. On l'essaye pour avoir un gravier plus rude, puis on verra où ce que ça nous mène quand on saura les prix et tout. Là, on prendra la décision à ce moment-là. Est-ce que, Joanie, tu peux t'informer aussi à l'ingénieur si on peut, mettons qu'on avait un doute sur le matériel qui va nous être amené, et combien ça coûterait faire un test? Mettons, une fois une livraison, est-ce qu'on peut reprendre un échantillon et refaire tester combien le laboratoire nous coûterait à ce moment-là? Okay. Pas qu'on le ferait systématiquement, mais au moins qu'on puisse savoir si ça coûte $100, ben, puis si on a un doute, c'est pas cher. Si ça coûte 10 000 ben, ça, c'est compliqué, là. OK. OK. Fait que ça va. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer pour que Joanie fasse cet appel d'offre-là? Jimmy, appuyé par Gaétan. Merci. Au point 10.01, le renouvellement du service de récupération des matériaux secs. Vous aviez un document en annexe qui vous présentait les résultats, la tarification, qui est à 92 $ la tonne, ainsi que les services que nous offrait SLM Récupération, qui est un montant semblable à ce qu'on payait l'année passée. Non, il y a eu une grosse... Ben, il y a eu quand même une augmentation. Là, ça l'a passé de 86 à 92. Puis avant, le 86, étais-tu fixe depuis quelques années? Ou? Non, 84. Ça a augmenté à peu près de 2 $. Sauf que, dans le fond, Sanitaire avec Mégantic a vendu la compagnie à une autre entreprise. Donc, attends un petit peu, je vais juste vous nommer le nom maintenant. Ça doit sûrement être à cause du COVID. Tout remonte à cause du COVID. La hausse va venir de là, c'est sûr. Le COVID, il est pogné dans les poubelles. Le COVID, pogné partout. Non, je pense que ça a été vendu à une entreprise américaine ou quelque chose de même, parce qu'on a eu la discussion à la MRC là-dessus. Là. Oui, c'est ça. Puis ils ont quand même gardé le même logo. Je pensais qu'ils avaient changé de logo, là, mais c'est ça, ça a été vendu. Fait que cette entreprise-là est en train de rechanger parce qu'habituellement, l'entente durerait 1 an, mais là, eux autres, ils veulent rechanger selon leur méthode à eux. Fait qu'ils nous proposent cette entente-là jusqu'au 31 décembre 2021. Puis on va avoir une autre entente là, en début janvier. Là. Okay. Puis la question que je voulais, je voulais vous poser, est-ce que vous étiez toujours confortable avec le 2 tonnes par citoyen? Ben, ce qu'on se rappelle, c'est qu'eux autres, ils chargent toujours l'équivalent d'une demi-tonne à chaque fois que le client va y aller minimalement. Oui, parce qu'il y a un tarif fixe. Le client qui n'y va pas, on ne paye pas. Hein? Non, tu vas juste pour le client qui... C'est l'utilisateur-payeur. Oui. Ben, c'est l'utilisateur, mais c'est la municipalité qui paye. Oui, ça je veux dire. Là, mais si moi, je n'y vais pas, moi, je ne vais jamais là, la municipalité ne payera pas mon 2 tonnes. Non. Si on a 10 citoyens qui y vont, il y a 10 fois qui va nous être facturé. Puis si à chaque voyage qu'ils y vont, ça dépasse le minimal, ben là, ils chargent en proportion de la tonne qu'il fait. Si un client y va pour 4 fois une demi-tonne, ben il va nous charger finalement 4 fois la demi de 92. C'est pas ça. Fait que la question, ça dépasse, c'est-tu le citoyen qui paye? Oui. Plus du 2 tonnes? Oui. OK. Oui. De l'autre côté, il faut se poser la question. Si le citoyen il ne va pas porter ces choses-là, puis il les met dans le bac noir. Ah non, non, c'est pas ça que je veux dire. Non, je veux dire,
Le bac noir, il nous coûte combien la tonne? 105. Fait qu'on a quand même avantage qui passe son bardeau d'asphalte-là Oh, que de c'est nous sûr. mettre dans le bac noir à 3 semaines. Oh oui. Ou aller tirer ça dans les conteneurs des entreprises. Là. Comme je l'ai vu sur la traction, moi, ça. Là. Un trailer reculer là, puis tirer sa couverture dans les conteneurs. C'est le fun, ça. Ouais. C'est plus court, c'est moins loin qu'à la mégantique. Ben, c'est ça, tu sais, ça va bien à deux, là. Aïe, ouais. C'est l'année passée ou le 2 ans, ça. J'aurais dû poser, il n'a pas été fine. Fait que, est-ce qu'on est confortable avec le 92 la tonne métrique, Ben. 2 tonnes par citoyen, puis on reverra au 31 décembre la nouvelle entente, Ben ouais. peut-être? On n'a pas d'autre, de toute façon. Non. C'est ça ou rien. Oui. Ben, c'est-à-dire, on pourrait toujours jouer sur la tonne. On pourrait dire qu'au lieu de 2 tonnes, 1 tonne et demie, on pourrait... Ouais, mais Ouais. qu'est-ce que ça va changer? Puis peut-être risquer que le monde tire ça partout parce qu'ils ont peur de payer, là. En tout cas, j'aime mieux voir les déchets là que n'importe où ailleurs, là, parce que Moi aussi. ils s'en occupent. Moi, je suis allé plusieurs fois, puis Bon, oui, c'est bien. Et je pense classé, que c'est puis en tout bien. Nous autres, on avait envoyé du vieux fer, là, puis c'était correct, là, tu sais. ah ouais. OK. OK. Fait qu'on renouvelle, Oui. proposé par Nathalie, appuyé par M. Jimmy Morin. Merci. Entente relative à la gestion de travaux à l'entrepreneur sur la rivière Drolet. Oui. À 10.02. Oui, donc c'est pour faire suite au projet du barrage, le barrage du lac Poulain. Donc, Oui. on travaille pour le dépôt là, d'une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement pour pouvoir faire ce barrage-là. Mais en parallèle, ce qu'il faut aussi entreprendre, c'est signer une entente avec la MRC du granit, parce que selon le code municipal, c'est les MRC qui ont compétence sur les cours d'eau. Fait que c'est eux qui ont la compétence à ce moment-là. Fait que nous, comme municipalité, on peut rien faire. Par contre, on peut signer une entente avec la MRC pour qu'ils nous lèguent la compétence sur cette portion de cours d'eau-là, le temps qu'on réalise nos travaux. Donc, à ce moment-ci, c'est d'autoriser le maire et la direction générale à signer l'entente avec la MRC du granit pour le barrage du lac. Ça va pour ça? Oui. Question? Non? Proposé pour appuyer. Proposé par Nathalie, appuyé par M. Jimmy. Après ça, aménagement, urbanisme et développement. Demande d'exclusion de la zone industrielle, le numéro 64011054. Donc, pour parler en français, il y a une demande d'exclusion pour une portion du terrain industriel qui est située entre l'ancien bâtiment de la Drospo et la maison de monsieur Marcel Michaud. Marcel Michaud, je cherchais le nom. Il y aurait une zone de terrain là. L'objectif des propriétaires, c'est de la mettre résidentielle et de pouvoir la vendre à des personnes qui pourraient construire des blocs appartements sur ce terrain-là. On en avait parlé à l'autre rencontre pour ça. Et on respecterait toujours la fameuse marge de la section boisée entre la zone résidentielle et la zone industrielle. Les propriétaires sont conscients qu'il y aura quelques endroits où il y aura des arbres à rajouter là, pour compléter finalement cette bande-là, mais on respecterait cette bande-là. Est-ce que Sonia et Marcel ils ont été approchés un peu pour ça, hein? Est-ce que? Marcel et Sonia, ils ont été approchés de ce projet-là? Juste mis au courant de ça ou pas du tout? Moi, je n'ai pas fait de démarche avec eux autres. Je ne sais pas si les propriétaires du terrain en ont fait aussi. Marc, ils sont pas obligés, là. C'est juste une question, je demandais. Là. C'est pas parce que moi, ce que j'en sais, c'est que ça serait une rue au parallèle comme ça, là, qui diviserait entre les deux. Là. Puis les blocs seraient comme face au village. Là.
Oui, mais ça ne serait pas une rue municipale. Ça serait comme le stationnement. Comme une Même cour, pas. dans le fond. Même pas parce que nous, on n'a pas le droit de rallonger les rues. Fait que ça serait juste le terrain de stationnement. Ah, OK, c'est bon, parfait. Ouais, parce qu'on n'a pas le droit de faire une rue. Puis je pense qu'il n'y aurait pas avantage là. Les autres ont fait le stationnement. OK, Les véhicules, parfait. pour ça, là, ils pourraient se stationner. Mais les vendeurs du terrain, c'est pas ceux qui vont construire. Non, C'est comme deux groupes à ce c'est moment-là. différent, là. Puis la demande, dans le fond, des propriétaires, c'est de le mettre, de demander l'exclusion de la zone industrielle pour que cette zone-là soit transformée en résidentiel, possibilité de bâtir un bloc appartement, mais aussi résidentiel si jamais ce terrain-là ne se vend pas pour un bloc appartement qui puisse avoir une maison. Ça, c'est la demande. Du côté de la MRC, est-ce qu'on a opinion par rapport à cette demande-là? Cette opinion, pas encore à 100%, là. Je reparle dans le fond avec Patrice, responsable de l'aménagement à la MRC, là, après la séance là, demain là, pour qu'on puisse discuter. Parce qu'ils vont devoir en parler au Conseil des maires. Là. Ils vont déposer cette résolution-là au Conseil des maires. Puis par la suite, le Conseil des maires devra se positionner aussi sur cette demande-là avant de l'envoyer, dans le fond, au ministère pour la modification du schéma. Fait que si nous, on prend la décision aujourd'hui, qu'on recommande ou qu'on accepte cette demande de changement de zonage-là, au prochain Conseil des maires, le 21 avril, quelque chose de même, dans ces coins-là, le Conseil des maires pourrait se positionner, et après ça, ça part pour le ministère, puis un jour, ça reviendra du ministère. Oui. Pourquoi que, quand même, la MRC a fait se fourrer là-dedans? Là? Parce que, dans le fond, c'est eux qui sont en charge du schéma d'aménagement du territoire. Fait que, dans le fond, dans notre schéma actuel d'aménagement, cette zone-là est industrielle. Donc, il faut faire la demande de modification du schéma d'aménagement. C'est Charles, Michel, tu les enverras à Juscelin Bolduc, à Juscelin Breton. Il y en a accepté en masse des dérogations à Lambton. Ouais, je pense pas qu'on aurait de problème par rapport à ça, là. Il faut juste bien documenter quelle est la raison qui est sous-jacente au fait qu'on abandonnerait de la zone industrielle pour avoir de la zone résidentielle. Tu sais, c'est plus, est-ce qu'il y a un argument logique, puis pas juste changer l'affectation des territoires pour changer l'affectation, là. Avec le manque de logement qu'on a ici, je pense qu'on a des bonnes raisons. OK. Ça pourrait être une option. C'est un des arguments, en tout cas, là, qui pourrait être intéressant par rapport à ça. Ouais. Et de la zone industrielle, il y en a quand même beaucoup. Ouais. Parce que tout ce qui est du terrain du côté de la tannerie, Savetier et en montant, il y a une partie qui est zone industrielle. Si tu dépasses Granit MDP et terrain André Bonduc, c'est 50% du terrain qu'ils possèdent qui est industriel. On a les nôtres aussi que la municipalité possède. Fait qu'il y a quand même passablement de terrain aussi de ce côté-là. Là. Puis ça, c'est le statut actuel. Ça n'empêcherait pas de pouvoir demander un agrandissement de la zone industrielle à un moment donné aussi. Si le besoin est là. Hein. C'est pas, le schéma d'aménagement, il n'est pas immuable dans le temps. Il faut juste s'assurer que d'une année à l'autre, on ne vire pas tout à l'envers, juste pour le plaisir de virer. Là. Il y a une logique derrière la démarche. Là. C'est ça, je pense que la MRC veut s'assurer. Là. Si ça l'a à bloquer, ça va être plus du côté gouvernemental, tu veux dire, que la MRC? Oui, mais là, si les deux premières instances se sont montrées favorables à la demande, ça serait probablement étonnant que le ministère dise, et c'est pas des grandes surfaces nécessairement. Non, c'est ça. Puis les délais de ça, on peut penser à 6 mois, 1 an, non? Ben, il me semble que le ministère parlait de facilement 2 mois. Hein? 2 mois, c'est pas vite pour un ministère, là, tu sais, c'est pas long, là, tu sais. C'est 2 mois, c'est pas long, écoute. Ça. Mais ça, on sait quand on l'envoie, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on a la réponse. Oui. OK. C'est bon. Questions, commentaires? Moi, j'ai pas de problème dans ce qu'on a dans ce sens-là. Hein? Gaëtan, ça va?
Oui, ça va. Monsieur Jimmy? Ça va? Ça a l'air d'aller, pousse. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer cette demande? Nathalie? Appuyé par Gaétan? Parfait. Au point 13, 13.01, programme SAE plus et services de la MRC du Granit. Fait que Joanie, vous avez eu une rencontre avec les responsables du SAE plus de la MRC. Oui. Fait que vous nous faites recommandation de renouveler encore cette année. Oui, mais c'est ça. Dans le fond, on a une rencontre pour parler vraiment des besoins au niveau des municipalités là, pour qu'ils puissent nous accompagner. Donc, ils vont faire quelques changements là, dans leur programmation. Donc, je vous recommande cette année là, qu'on poursuive avec le service d'animation plus. Puis, on pourra évaluer par la suite si on va poursuivre pour les autres années. Les coûts sont semblables aux autres années? Oui, ça coûte aux alentours. Bien, il y a la formation qu'on a défrayée pour nos animateurs, plus c'est un coût par citoyen. Fait que c'est aux alentours de 1 000 $ que ça nous coûte annuellement. Et là, lors de cette rencontre-là, vous avez fait aussi la remarque qu'il y avait deux types de municipalités. Il y a des municipalités qui donnent l'encadrement du service SAE à des bénévoles. Et il y a quelques municipalités qui donnent cet encadrement-là à un employé municipal. Fait que les besoins, des fois, sont un peu différents de ce côté-là, parce que ceux qui donnent ça à des bénévoles, les employés municipaux ne sont pas toujours au courant de ce qui est vécu dans les SAE. Fait que c'est pour ça qu'on dit on va faire 1 an, on va revoir en évaluation, est-ce que ça répond toujours bien aux besoins? Pour ça. Ouais. Fait que, quelqu'un pour proposer et appuyer? Proposé par Jimmy, appuyé par M. Gaétan. Au point 13.02, poste d'agent de développement, loisirs, culture et communication. Donc, on se rappelle qu'on avait fait un affichage de poste avec les différentes orientations qu'on avait fixées afin de donner un coup de pouce à la Maison du Granit, d'organiser nos loisirs chez nous à ce moment-là et de travailler au niveau des communications avec Joanie. Donc, on serait un poste de 35 heures semaine à partir du mois d'avril. Oui. Fait que, Joanie, tu as fait un comité de sélection et tu as une candidature à nous recommander. Oui, je vous recommanderais l'embauche de M. Nicolas Charrier. C'est ça. Dans le fond, il reste sa date de début là, à confirmer. Mais il serait là dans le mois d'avril. Il débuterait avec nous. Et le taux horaire ainsi que les conditions d'emploi sont conformes à ce qui avait été discuté précédemment. Oui, exactement. Vous avez regardé référence un peu sur Nicolas? Oui. OK. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer et appuyer? Pas moi, non? Ça, c'est sûr. Moi, pas avec les références que j'ai eues dans le passé avec, non. J'espère que ça va bien aller, je vous souhaite. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un huis clos? Bon, je décrète un huis clos. Joanie, est-ce que tu peux arrêter l'enregistrement qu'on reprendra après la discussion? C'est parti. Bonsoir, nous revenons donc de la séance, terminons le huis clos et revenons à la séance régulière. Nous en sommes au point 13.02, où il y avait une recommandation de la direction générale d'engager M. Nicolas Charlier pour le poste d'agent de développement, loisirs, culture et communication, à raison de 35 heures semaine, selon les conditions salariales et les conditions d'emploi telles que conformes au manuel. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer cet engagement? Proposé par Gaétan, appuyé par M. Jimmy. Merci beaucoup. Point 14.01, bordereau de correspondance. Madame Poirier, avons-nous de la correspondance? Une correspondance, attends un petit peu. C'était l'Assemblée générale pour les éoliennes. Ok, je vais juste retrouver.
Oui, avis de convocation. Donc, cette rencontre-là aura lieu mercredi le 28 avril à 1h30 en visioconférence. Et vous êtes invités à y assister. Ceux qui ont le désir d'y aller, juste me le dire parce qu'il faut s'inscrire. Moi, je suis intéressé. Tu pourras m'inscrire. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent assister? C'est quand même intéressant, non? Parce que Pas de ce temps-ci, là, Parfait. pas dans le jour. occupé. Trop occupé. Bon, moi aussi, les Mexicains y arrivent la semaine prochaine. Fait que, Parfait pour ça. Il n'y a pas d'autres correspondances? Non. Bien. Point 15, est-ce qu'il y a des barrières qui Non. se sont ajoutées? Non. Pas de période de questions du public, on les a traitées en début. Oui. Fait qu'on serait donc rendu à le lever de l'Assemblée. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer la levée de l'Assemblée? Proposé par Nathalie. Appuyé par M. Jimmy. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon mois. On se revoit donc début mai pour la prochaine Assemblée de notre conseil municipal. Merci.